La première semaine du développement embryonnaire. Introduction. La première semaine du développement embryonnaire correspond aux transformations qui se déroulent du premier jour au 7e jour de la vie de l'embryon. Le premier jour étant le jour de la fécondation. L'œuf ou le zygote résultant de la fécondation subira deux ordres de modification, une segmentation et une migration. La segmentation, donc l'œuf subira une série de divisions cellulaires sans accroissement de son volume. Une migration, l'œuf migre du tiers externe de la trompe, qui est le lieu de la fécondation, jusqu'à la cavité utérine où il s'implantera. Donc, au cours de la première semaine du développement, donc, il va se produire une segmentation et une migration. Ces deux modifications s'effectuent en même temps. L'œuf, durant cette période, est encore libre. Cette première semaine du développement embryologique est dite période de vie libre de l'embryon, ou encore appelée période pré-implantatoire. La formation du zygote. Donc, le zygote est la cellule qui résulte de la pénétration du spermatozoïde dans l'ovocyte. Le début du zygote est marqué par l'arrangement des chromosomes paternels apportés par le spermatozoïde et maternels, ceux de l'ovocyte, dans un seul appareil microtubulaire commun. Donc, les chromosomes maternels et paternels se disposent sur un seul appareil microtubulaire pour se diviser. Cette cellule néoformée possède un génome individuel qui est de 2 N, 4 C ADN. Le zygote constitue la première cellule d'un nouvel organisme. Donc, c'est la première cellule qui va former l'embryon. Les chromosomes, par la suite, s'alignent sur le plan équatorial de l'appareil microtubulaire et ainsi commence la segmentation. Donc, la segmentation, c'est quoi? C'est une suite ininterrompue de mitoses cellulaires qui morcellent l'œuf en cellules filles plus petites, appelées blastomères. Elle débute dès la fin de la fécondation. Elle intéresse la totalité de l'œuf. La chronologie de la segmentation, donc entre la 24e heure et la 30e heure après une insémination. L'insémination, c'est la pénétration du spermatozoïde dans l'ovocyte. On a un embryon qui est formé de deux cellules. On appelle ces deux cellules des blastomères. Ces deux cellules proviennent de la division du zygote. Ces deux cellules sont contenues dans la zone pellucide. Voici l'aspect de notre embryon au microscope à contraste de phase. Et là, c'est l'aspect d'un embryon à deux blastomères vu au microscope électronique à balayage après des pellucidations. Après avoir enlevé la zone pellucide, on voit très bien les deux blastomères. Ensuite, chaque cellule ou chaque blastomère se divise également en deux, formant un embryon à 4 blastomères entre la 36e et la 40e heure après insémination. Donc, ces 4 blastomères sont toujours contenus dans la zone pellucide. Donc, voici l'aspect d'un embryon à 4 blastomères au microscope de contraste. Les divisions des blastomères se voient toujours à l'intérieur de la zone pellucide. Ensuite, les divisions se poursuivent et on aura un embryon à 8 blastomères entre la 40e et la 50e heure après insémination. Voici l'aspect au microscope à contraste de phase et voici, on voit là très bien les blastomères au microscope électronique à balayage. Les divisions se poursuivent et on aura un embryon à 16 blastomères, ensuite un embryon à 30 blastomères et ensuite on a un embryon à 64 blastomères au 4e jour du développement embryologique. Donc on remarque qu'au fur et à mesure le nombre des blastomères augmente, leur taille diminue car la division s'effectue toujours à l'intérieur de la zone pellucide. Notre embryon prend l'aspect d'une petite mûre. On appelle cette forme ou notre embryon à ce stade morula.
c'est le stade de 64 blastomères qui se voit au 4e jour du développement. Donc, le 4e jour, après la fécondation, l'embryon prend la forme d'une petite mûre, donc c'est le stade de morula. Après, on a le stade de morula compacté. C'est quoi la compaction d'abord? La compaction, c'est une première manifestation de l'individualisation de deux lignées cellulaires distinctes. Donc, au stade de morula, toutes les cellules se ressemblent. Le stade de morula compacté, on assiste à l'apparition de deux populations cellulaires distinctes. Les cellules périphériques ou les blastomères périphériques s'aplatissent et elles sont fortement jointives, constituent ce qu'on appelle le trophoblaste. Alors que les blastomères du centre restent arrondis, on les appelle les embryoblastes. Ces cellules forment au centre de notre embryon une masse cellulaire interne qui va former par la suite le bouton embryonnaire. La compaction, la morula subit des modifications morphologiques et fonctionnelles. Les cellules périphériques s'aplatissent et deviennent jointives par des jonctions serrées donnant les cellules du trophoblaste, alors que les cellules centrales restent sphériques, reliées par des jonctions communicantes, seront à l'origine du bouton embryonnaire ou masse cellulaire interne. Après la formation du morula compacté, on a la formation du blastocyste. Donc, dès que la morula se forme, il apparaît des lacunes intercellulaires qui fusionnent ensuite en une cavité unique de plus en plus volumineuse. Le contenu de cette cavité provient de l'extérieur, l'extérieur étant la lumière de la trompe utérine. La morula devient alors blastocyste avec une couche périphérique de cellules aplaties formant le trophoblaste, la cavité blastocystique au blastocèle et un groupe de cellules sphériques appendues au trophoblaste formant le bouton embryonnaire qui est la masse cellulaire interne. Donc, le blastocyste, c'est une forme embryonnaire vue au 5e jour du développement embryologique. Donc, le blastocyste est constitué par des cellules périphériques aplaties, formant le trophoblaste, une masse cellulaire interne appendue au trophoblaste, c'est le bouton embryonnaire, une cavité appelée blastocèle ou la cavité blastocystique. Le contenu de ce liquide provient du milieu extérieur. Le tout est contenu dans la zone pellucide. Voici son aspect au microscope. Donc, on voit le bouton embryonnaire, le trophoblaste et la cavité blastocystique. Le rôle de la zone pellucide, donc on a vu jusqu'au stade de blastocyste, la zone pellucide est intacte. Quel est le rôle de cette zone pellucide? Elle permet la cohésion des blastomères, c'est-à-dire le regroupement des blastomères. Deuxièmement, elle empêche l'implantation ectopique pendant la migration de l'embryon, sachant que le lieu normal de l'implantation, c'est la cavité utérine à l'intérieur de l'endomètre. Donc, cette zone pellucide empêche l'implantation hors la cavité utérine. Lorsque l'embryon s'implante hors la cavité utérine, donc on appelle cette implantation une implantation ectopique. Troisième rôle, donc elle protège l'embryon des infections du milieu extérieur. L'éclosion du blastocyste ou le phénomène de hatching. Au 6e jour s'effectue l'éclosion. C'est quoi l'éclosion? Donc, c'est la libération de l'embryon de sa zone pellucide par une suite de contractions d'expansion aidées par des enzymes sécrétées par le trophoblaste qui dégradent la zone pellucide du pôle anti-embryonnaire. On appelle également hatching cette première naissance. Le trophoblaste établit ainsi un contact physique avec l'endomètre et permet son implantation. Donc, l'éclosion du blastocyste ou le phénomène de hatching, c'est la libération de notre embryon de sa zone pellucide. Donc, la zone pellucide va se dégrader
dans la zone qui se trouve au regard du bouton embryonnaire. Donc, cette dégradation de la zone pellucide au niveau de cette partie permet la libération de notre embryon qui est formé par du trophoblaste, le bouton embryonnaire et le blastocèle de sa zone pellucide. Voici son aspect au microscope à contraste. Donc, maintenant, on va voir la notion de totipotence des blastomères. Donc, les premiers blastomères sont dites des cellules totipotentes ou donc les blastomères sont totipotents, comme le zygote. Chacun d'eux peut, s'il est isolé, produire un embryon harmonieux avec son placenta, puis un enfant normal. Donc, tous les blastomères, jusqu'au stade de morula, ces cellules se ressemblent et elles peuvent, si elles sont isolées, produire un embryon harmonieux avec son placenta. Donc, si on prend une cellule ou un blastomère de ce stade ou un blastomère de stade de morula, si cette cellule évolue à son propre compte, elle va nous donner un embryon harmonieux avec son placenta. On dit que les blastomères à ce stade, ce sont des cellules totipotentes. Au stade de morula compacté, donc on a vu que notre embryon est constitué de deux groupes de cellules, des cellules périphériques qui forment le trophoblaste et des cellules centrales qui forment le bouton embryonnaire pour obtenir un embryon harmonieux. Donc il faut ces deux groupes cellulaires périphériques et centrales pour former un embryon harmonieux avec son placenta. Donc, pour constituer un embryon avec son placenta, il faut deux types de cellules. Ainsi, au stade de blastocyste, il nous faut deux types de cellules et non un seul pour obtenir un embryon harmonieux. Donc, que ce soit au stade de morula compacté ou au stade de blastocyste, il faut les deux types de cellules, soit les cellules périphériques qui vont donner le placenta et les cellules centrales qui vont donner l'embryon. Donc, pour avoir un embryon harmonieux avec son placenta, il faut deux types de cellules différentes. Les cellules du bouton embryonnaire isolé ne sont plus totipotentes, mais on les appelle des cellules multipotentes. Donc, elles peuvent produire in vitro toutes sortes de types cellulaires en fonction des conditions de culture. Elles sont de ce fait appelées cellules souches embryonnaires. Le deuxième phénomène qui se voit au cours de la première semaine, c'est la migration tubaire. On a dit que la migration tubaire se fait en même temps que la segmentation. Du tiers externe de la trompe où a lieu la fécondation, l'œuf est transporté vers la cavité utérine grâce au battement des cils de l'épithélium tubaire et au mouvement péristaltique de la musculeuse de la trompe. Au cours de cette période de vie libre dans les voies génitales féminines, c'est la période préimplantatoire, les échanges materno-embryonnaires se font par transport actif au travers des cellules trophoblastiques. Donc, cette migration se fait grâce aux deux structures de la paroi de la trompe utérine. Vous avez vu que la structure histologique de la paroi utérine, donc elle est constituée la partie la plus interne contient un épithélium qui est fait de cellules ciliées. Donc, les battements de ces cils ainsi que la musculature de la paroi donc, va transporter notre œuf du tiers externe de la trompe vers la cavité utérine. Donc, sur ce schéma, on voit notre utérus. Vous avez la cavité utérine, la trompe utérine et l'ovaire. Donc, au tiers externe de la trompe s'effectue la fécondation et la formation du zygote qui se divise pour former qui se divise en blastomère. En même temps que s'effectue cette division, notre œuf migre donc de cet endroit, le tiers externe, vers la cavité utérine. À l'intérieur de la cavité utérine, donc on a notre morula qui est entourée par la zone pellucide. Notre embryon se libère de sa zone pellucide au stade de blastocyste à l'intérieur de la cavité utérine où il va s'implanter
au sein de l'endomètre. Donc, l'implantation de l'embryon dans l'endomètre s'effectue au cours de la deuxième semaine du développement embryologique. Les anomalies du développement lors de la première semaine. Donc, la première semaine, c'est les deux modifications qui s'effectuent, c'est la segmentation et la migration. Donc, on peut avoir des anomalies au cours de cette semaine, qui sont la mort de l'œuf fécondé, l'œuf défectueux, qui est porteur d'une anomalie chromosomique, meurt et on a un arrêt du développement. Deuxièmement, c'est la formation des jumeaux monozygotes. L'anomalie donc provient au cours de la segmentation. Soit un des deux premiers blastomères évolue pour son propre compte, ou le bouton embryonnaire se scinde en deux parties. Donc, et on a la formation de deux embryons. Troisième anomalie, c'est les implantations ectopiques, c'est-à-dire c'est les implantations hors la cavité utérine. Normalement, l'implantation se fait à la partie haute de la face postérieure de l'utérus. Lorsqu'elle s'effectue en dehors de cette zone, on appelle implantation ectopique. Donc, anormalement, elle peut se faire dans la partie basse de l'utérus, aboutissant à la formation du placenta prévia. Donc, c'est une placenta bas insérée. Ou bien en dehors complètement de l'utérus. Et on appelle la grossesse une grossesse extra-utérine qui peut être tubaire ou abdominale. Donc là, sur ce schéma, on voit la formation des jumeaux monozygotes. Donc, la formation des jumeaux, donc elle peut se faire à ce stade lorsque chaque blastomère évolue à son propre compte. Il va donner la formation de deux blastocystes, c'est-à-dire deux boutons embryonnaires et deux trophoblastes. Et on aura une grossesse diamniotique, deux cavités amniotiques, et dichoriale. Chaque embryon possède une plaque choriale propre à lui. Ou bien, la division se fait au stade de blastocyste. Au lieu d'avoir un bouton embryonnaire, on a deux boutons embryonnaires et un seul trophoblaste. Et on aura la formation d'une grossesse monocoriale, c'est-à-dire une seule plaque choriale, donc une seule placenta, et des amniotiques de cavité amniotique. Et on aura des jumeaux monozygotes. L'implantation ectopique, on a dit que c'est une implantation hors la cavité utérine qui peut se produire par exemple dans la cavité abdominale ou bien au sein complètement de l'ovaire ou bien au niveau de la trompe ou bien à l'extrémité interne de la trompe. Donc tous ces endroits, c'est des implantations ectopiques et ils vont par la suite on va interrompre la grossesse. Ou bien il peut s'implanter dans la partie basse de l'utérus et produit ce qu'on appelle le placenta prévia, le placenta bas inséré. Donc, ces implantations, ce sont des implantations anormales ou implantations ectopiques de notre embryon. C'est tout pour la première semaine du développement embryologique. Je vous remercie pour votre attention. Merci.